Is everybody in? Is everybody in? Have I imagined it? Have people moved steadily backwards? The scientists move seat, I can see that. Is that some scientific thing you're doing? Voilà, vous êtes tous là? Est-ce que je vois qu'il y a plus de scientifiques de ce côté-là? Vous avez changé de place. Bienvenue à nouveau pour cette session de l'après-midi. Est-ce que vous avez profité de la pause pour parler entre vous? Qui a goûté les pâtes aux truffes, pardon. Alors, qui va faire une petite sieste digestive après tout cela? Non, vous êtes certain? Alors, dernière question. Qui a pris plus qu'un petit gâteau? Qui a eu plus que 3 petits gâteaux? Ouh, combien avez-vous? 5? Mon Dieu, mon Dieu. Très bien. Voilà, vous êtes une tortue rapide, une tortue d'eau. En fait, c'est un complément, voilà, un complément qui découle du dernier panel. Alors, qui a envoyé des tweets? Personne. Non, on était tous en train de savourer les pâtes aux truffes. Oui, vous avez tweeté? J'ai une question hors micro, nous dit l'intervenant. L'interprète n'entend pas. Très bien. Alors, vous avez vos écouteurs à portée de main. Très bien. Donc, on va passer au troisième défi de la journée. Notre orateur est prêt à agir. Nous allons donc parler des obligations de débarquement. Nous avons Dave Reed du projet Discardless, rejetez moins. Nous avons Mike Park qui fait partie de l'association des producteurs de corrigoles blancs. Et nous avons également Colm O'Sullivan. Excusez-moi pour la prononciation. Excusez-moi. Donc, non, je ne vais pas me fier à votre prononciation. Nous avons Colm, qui vient du département de l'agriculture et de l'environnement marin, et également un représentant de la société néerlandaise des élasmobranches, Irene Kingma. Très brièvement. On sait très bien de quoi il s'agit. Ça va arriver, l'obligation du débarquement d'ici 2019. Ça a été convenu en 2013, mais avant la réforme, on permet aux bateaux de pêche de rejeter pour plusieurs raisons des navires, dans la condition où ils n'avaient pas les quotas suffisamment, ou bien pour d'autres raisons. Alors, cette réduction de rejet a fait l'objet d'une priorité avant cela. Ça fait déjà 10 ans que le secteur de la pêche prend des mesures et dans l'ensemble, on est bien conscient qu'il faut s'atteler à cette question. Ici, dans le cadre de la PCP, on va arriver à une obligation de débarquement à quelques exceptions près. Nous parlons donc qu'à partir du 1er janvier 2017, il faudra se conformer à ces réglementations. Nous allons écouter Dave Reed du projet Discardless. Allez-vous nous parler du sujet ou d'autres choses? Vous avez 15 minutes. Très bien. Eh bien, en fait, je vais vous parler du projet Discardless, rejetez moins. On m'a demandé de ne pas parler de graphiques ni de chiffres. Par contre, vous allez en avoir plein, des graphiques et des chiffres dans ma présentation. Donc, voilà, amusez-vous bien avec ça. Donc, on m'a demandé de m'exprimer au nom de notre association. Notre objectif est de trouver des moyens d'atteindre l'objectif, à savoir cette obligation de débarquement. Il y a plusieurs moyens d'arriver à nos fins. Je vais donc me lancer dans ma présentation. Alors, comment ça fonctionne? J'aimerais passer à la diapo suivante. Voilà. Très bien. Alors, pour vous décrire très brièvement le projet, je ne sais pas très bien comment fonctionne cette télécommande. Donc, évaluation à l'échelle des pêches, on étudie également donc à l'échelle de l'écosystème. Deuxième évaluation, il est possible également d'adapter les engins de
pêche et la technologie utilisée pour mener les pêches. Il y a également l'aspect adaptation des stratégies de pêche. Nous étudions également ce qu'on appelle du pont du navire à la première vente, toute la chaîne. Également, on aborde des produits qui s'intègrent dans la chaîne des valeurs et puis la politique cadre et la mise en œuvre de cette politique sur les rejets. Voilà. J'aimerais également vous parler de ces différents éléments. Alors, pour nous concentrer sur la technologie des engins de pêche, voilà, c'est la première chose que l'on pense faire, à savoir comment éviter les rejets. Bon, on affine la technologie des engins de pêche. Il y a déjà des éléments, il y a déjà un savoir-faire pour mieux cibler, mieux sélectionner les captures, les prises. Il y a des modifications qui sont envisageables. En fait, il s'agit de construire des dispositifs et de les mettre à disposition des pêcheurs pour qu'ils puissent mieux sélectionner leurs prises. Vous voyez une séparation. Vous voyez ici le chalut. Il y a deux culs de chalut, le supérieur et l'inférieur. Et vous pouvez, si vous voulez, avoir une extrémité du chalut ouvert ou fermée. Donc, je vous laisserai les détails. Si l'on regarde les résultats, vous voyez en fin de chalut les valeurs plus élevées et plus faibles, ce qui est logique qu'on a moins d'espèces, on a différentes espèces à différents niveaux de profondeur de l'eau. Voilà, c'est simplement des unités de mesure qui font partie de la boîte à outils disponible pour améliorer la sélectivité de la pêche et réduire les déchets. Ce qui est difficile, c'est qu'on adopte ces mesures et qu'on les mette en pratique sur le terrain. Alors, pour parler maintenant de l'adaptation des stratégies, il y a différents domaines. Il y a le point de vue des pêcheurs, le point de vue des scientifiques. Voilà, c'est ce dont on s'occupe, nous, chercheurs, et également le point de vue des gérants, de la gestion. Voir quelle pourrait être une modification de stratégie quant aux différentes gestions. Je vais me concentrer sur les deux premiers points de vue, les pêcheurs et le suivant. Alors, premièrement, ce qu'on pourrait faire, c'est encourager les communautés de pêche à améliorer, à trouver eux-mêmes des solutions. Et très souvent, on trouve des lignes directrices qui sont inspirées des innovations proposées par les pêcheurs. Puis on les encourage à utiliser ces modifications. Ensuite, on établit une évaluation pour voir si les nouvelles techniques sont efficaces ou non. Ensuite, on les encourage à faire des essais eux-mêmes. Mais ils sont libres d'effectuer leurs propres échantillonnages. Toutefois, il faut les documenter de manière précise. Et une fois qu'on a choisi une nouvelle technologie, ensuite on passe à la phase de test. Et donc, ça va très vite. Il faut mettre en place une phase de test, effectuer le test et ensuite valider tout cela et le faire accepter au niveau national et au niveau européen. Dans l'ensemble, ça prend 5 ou 6 ans. Alors, deuxième aspect, les tactiques utilisées par les pêcheurs. Et donc, c'est un sondage qui est effectué dans différents pays européens, de la Grèce au Danemark et autres. Donc, voilà un petit peu le bilan des tactiques qu'on a pu recueillir de ce sondage. Alors, changer de zone de pêche. Autre tactique, éviter les zones de frais pour éviter la prise de juvéniles. Partage d'informations. Donc, si vous avez une mauvaise expérience, le faire savoir à vos collègues pêcheurs. La règle de déplacement.
appliquer après une prise importante qui approche des limites, et également changer l'espèce cible, même si vous visez un jeu d'espèces différentes, des espèces multiples, vous pouvez modifier ce profil. Et de manière étrange, même si les pêcheurs détestent ce système, mais en Méditerranée, ils ont de manière spontanée utilisé une approche basée sur des quotas. Alors, changer la profondeur de pêche, ce sont également des facteurs. Raccourcir les traits, c'est également utilisé. Et utiliser un sonar pour mieux cibler les traits de chalut, au lieu de le faire au hasard. Alors, l'autre partie de notre travail est les essais de la part des pêcheurs pour voir un petit peu où ils pêchent et comparer leur pêche habituelle aux pêches effectuées avec ces nouvelles tactiques. Donc, c'est la phase d'essai. Vous avez le navire numéro 1 et le navire numéro 2. En juillet, ils devaient pêcher comme à leur habitude, et en août, ils devaient tenter d'éviter plus de rejets avec ces nouvelles techniques, ces nouvelles stratégies. Alors, le premier n'a pas vraiment réussi sa tâche pour ce qui est malgré les efforts accomplis, en tout cas pour ce qui est du poisson du merlan. Par contre, vous voyez avec d'autres poissons, la situation est bien différente. Diapositive suivante, vous voyez toujours ces différents essais. Les phases de test, les phases de contrôle, pour les différents poissons, le cabillaud, les aigles fins. Vous voyez donc la différence répartie par espèce. Alors, passons maintenant aux considérations des scientifiques. C'est tout ce que nous pouvons faire pour aider la situation, à savoir des campagnes d'évaluation, des sondages. Simplement cartographier la localisation des rejets, où l'on voit des centres, des zones où il y a plus de rejets de telle ou telle espèce. Et cette information peut être utilisée afin de vous orienter dans des zones où il y a moins de rejets. Alors vous voyez, d'après les chiffres, que c'est un petit peu, c'est très varié. Vous avez un peu de tout dispersé dans la région, et où que vous alliez, vous allez trouver des rejets d'une espèce ou d'une autre. Et ce que l'on peut faire également, c'est cartographier les zones d'activité importantes et moins importantes. Vous voyez un exemple en France où on vous demande de choisir si vous souhaitez vous diriger dans une zone où il y a beaucoup d'activités de merlan ou pas. Voilà, c'est une carte qui est offerte aux pêcheurs. Voilà un exemple effectué en Irlande, où l'on voit les taux de capture à partir des données obtenues par les observateurs qui vont au-delà ou qui sont en deçà des seuils fixés. Vous voyez les zones où les captures sont plus hautes, et ça, c'est de manière stable, c'est constant. Par contre, le problème est apparent. Les juvéniles que vous souhaitez éviter et les adultes se trouvent au même endroit. Donc cette carte n'aide pas de ce point de vue-là. On pourrait également voir les proportions où vous voyez les juvéniles sont plus rapprochés de certaines côtes alors que les adultes se trouvent ailleurs. Donc les informations sont à la disposition des pêcheurs, et ils peuvent s'en servir pour éviter des prises de poissons de petite taille qui ne remplissent pas les exigences de prise. Et nous avons
historiquement également garder toutes ces informations. Voilà une autre cartographie. Celle-ci porte sur le Danemark en 2016, de bleu à rouge. Ce sont les valeurs par trait de chalut, savoir, et les rejets de moins de 20 kg par trait. Et donc ici, vous voyez les concentrations de rejets. C'est bien sûr des zones de haute valeur, mais on peut trouver de telles zones à d'autres endroits pour éviter ces rejets. Donc, ça vous guide à trouver des endroits ou des zones de pêche où il y aura moins de chances de devoir rejeter des poissons qui ne peuvent pas être utilisés. Alors, pour la dernière partie du projet, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est comment traiter les prises sur le pont. Un grand nombre de navires sont de petite taille, ils n'ont pas toujours les équipements nécessaires et une partie de nos équipes traite cette question. Vous voyez le poisson qui arrive au 1, qui est traité sur la ligne numéro 2 et il passe dans le système de macération à 3 et puis qu'il tombe dans cette cuve, le 4 que vous voyez illustré. Et voilà, qui crée une espèce de soupe de poisson pour lequel le marché n'est pas si grand que ça. Mais c'est une manière de traiter le poisson plutôt que de les trier sur place, de les avoir dans cette cuve. Et puis, bien entendu, vous avez également le fait qu'on nous dit qu'on ne doit pas créer de marché, mais de vendre le produit. Alors, ce qu'on a fait, enfin, ce que les chiffres démontrent, c'est qu'il y a énormément de produits qui proviennent de la pêche. Bien sûr, les oméga 3, les acides gras. Bon, si vous avez, comme ça, on peut fumer plus. Et vous avez bien entendu les yeux, des acides prénoliques. Il y a également d'autres produits, par exemple des chaussures de course à pied qui sont faites à partir des écailles de poisson ou de la peau de poisson. Voilà, donc il y a énormément de matériel dont il faut disposer pour pouvoir utiliser au mieux tous les éléments du poisson qui peuvent être utilisés à des fins de vente. Donc nous avons traité de toutes ces questions, les engins, des tactiques, tout cela nous permet de nous aider à atteindre cet objectif de 0 rejet en mer. Bien entendu, il faut encore les utiliser. On peut améliorer le taux de prise par effort de pêche de 5 à 15%. Donc ce projet présente les deux aspects, la tentative d'éviter les rejets et puis ce qu'on fait quand on a des prises qui ne peuvent pas être utilisées. Merci de votre intervention. Oui, vous êtes un grand comique. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Donc, je vais vous poser la question. Vous nous avez donné un aperçu de 10 à 15%, peut-être on peut aider, on peut faciliter le travail de 10 à 15%. Vous nous avez dit comment éviter les rejets et puis que faire des prises que l'on devrait rejeter, comment les utiliser. Il y a un élément que vous avez également abordé, c'est ce qu'on appelle en anglais ownership, assumer la responsabilité de la part des acteurs de terrain. Vous nous avez dit on va les persuader d'utiliser ces techniques. Alors comment avoir les arguments de cette persuasion, comment convaincre. Vous avez utilisé ce terme de convaincre les pêcheurs à participer à ces essais, etc. Alors comment avez-vous fait pour les convaincre? Oh ben, nous n'avons pas trouvé ça très difficile, en tout cas personnellement, parce que la majorité des pêcheurs connaissent leur métier, ils savent très bien ce qu'il faut faire pour améliorer, et ils connaissent les implications. Voilà, si je change le lestage ou bien si je modifie le chalut, ça aura tel ou tel effet. Donc ils connaissent très bien la question. Donc la question était plutôt de formaliser cela sous la forme de preuves, de données scientifiques, plutôt que de les convaincre de le faire. Donc j'ai peut-être utilisé à mauvais escient ce mot, c'était plutôt une
le terme le plus approprié aurait été de les mobiliser tout ce savoir-faire. Merci. Donc j'aimerais maintenant appeler Irena et Mark Home. D'après ce que l'on a entendu, bien entendu, on en a parlé précédemment, cette tempête qui nous menace. Et si c'est le cas, alors il faudrait élever les limites de prise de capture. Alors, selon vous, quel est votre avis? Qui souhaite commencer? Mike. Merci. Moi, j'ai une expérience de plus de 30 ans dans la pêche et tout ce que j'ai pu pêcher, en fait, je n'ai jamais utilisé de tactique. Oui, oui, avec le plus grand respect. Voilà, vous avez parlé de tactique, mais je n'ai jamais conçu cela comme tactique au cours de mes 30 ans de pêcheur. Et en 2004-2005, j'ai failli faire faillite. J'avais des pêcheurs, j'avais des navires, et puis le stock a été a presque disparu. Et donc, j'ai failli fermer la porte, mais en fait, on a réussi à croître à nouveau. Alors, je ne sais pas si la loi est bonne ou mauvaise, mais elle est telle qu'elle et il va falloir faire avec. Comment peut-on agir à partir de là? Alors, je comprends Javier qui nous a parlé de cette tempête parfaite. Et donc, il faudrait aborder les choses de manière positive, selon moi, et tenter de travailler dans l'industrie sur les moyens de travailler et d'aller de l'avant. Parce qu'on est proche de la solution. Il faut simplement voir quelle est cette solution. Donc, je fais partie du conseil consultatif sur les pêches et nous avons conçu des outils pour trouver des solutions à ce problème. Eh bien, la catastrophe, elle va peut-être arriver ou peut-être pas. Quelle est la taille de cette catastrophe, de cette tornade? De quel type de poisson, de quelle taille allons-nous parler? Donc, il faudrait préciser les choses. Quelle est l'envergure du problème? Quel poisson, quelle taille de poisson sont impliqués? Alors, si l'on peut aider le maximum de stock de poissons avec les outils à notre disposition, c'est bien, mais je pense qu'il faut une volonté politique, car utiliser les outils à notre disposition ne va pas régler la question. Bien entendu, tout revient au RMD et aux différentes limites, mais si 2% du stock ne sont pas ciblés, mais ils existent, que faire alors? Eh bien, j'avais cité un exemple avec le cabillaud plus en avant. Eh bien, cette espèce a pu être... ce stock a pu être rétabli et ça a déplacé le problème sur une autre espèce. Voilà, donc il faudrait réfléchir sur cette question au niveau politique. Et en ce faisant, et il faudrait voir vers quelle société nous souhaitons nous diriger et quelles sont les exigences de la société. Et également se pencher sur les exigences du marché. Alors, est-ce qu'il faudrait également... Si l'on réduit la TAC, eh bien, ça va encourager les pêches illégales. Il faut penser à ça aussi. Et parce que le marché existe et il y a une demande. Donc, bien comprendre ces différentes considérations. Alors, comment y parvenir? Je ne sais pas. Bien entendu, on délocalise, on régionalise. Et de toute manière, il faudra utiliser une approche basée sur les données scientifiques et trouver des mécanismes qui incluent tout le monde au centre. Ce qui est important, en fin de compte, c'est que les pêcheurs sachent ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire avec leur chalut et afin qu'ils ne capturent pas d'espèces de poissons qui va créer problème à ces pêcheurs ensuite, car c'est une activité économique et les lois économiques
gèrent tout. C'est eux qui vont faire la différence entre générer des profits ou faire faillite. Euh, Bien entendu, il faut laisser la porte ouverte à une certaine souplesse, mais ne pas aller trop loin, sinon les pêcheurs iront dans le mur. Il me semble également, lorsqu'on a parlé du cabillaud de la mer du Nord ce matin, en Scotland, en Écosse, on a également d'autres espèces qui passent par les certifications MSC pour remplir les exigences de la société et du marché. Donc ce sont des labels de qualité, il ne faudrait pas les saper. Ce sont des éléments à mettre au haut de notre priorité afin que nous puissions tous agir pour réduire les prises accessoires, mais pour maintenir les demandes du marché et la bonne image de nos poissons envers la société. Et voilà, il faut travailler tous ensemble pour éviter ce Big Bang. Et en reportant le travail, eh bien, on augmente ce Big Bang qui va nous arriver, qui va nous frapper. Et là, je pense que c'est un défi majeur pour le secteur. Merci. Très bien, vous avez mentionné plusieurs points assez importants. S'il vous plaît, gardez vos idées pour tout à l'heure. Vous avez dit que nous devions avoir une approche logique et possible, envisageable. Vous avez dit qu'on ne savait pas exactement ce qu'il fallait, mais que quoi qu'il en soit, il fallait tenir compte des entreprises, de leurs besoins, parce que voilà, il y a certains impératifs à court terme qu'il faut véritablement avoir à l'esprit malgré tout. Vous avez également expliqué qu'il n'y avait pas de panacée politique, mais qu'il faut une solution politique aujourd'hui, sinon nous serons poussés du bord du précipice. Mais maintenant, j'aimerais bien entendre Colin. Monsieur, c'est maintenant que le compte à rebours est enclenché. Merci, ne vous en faites pas, je prendrai moins de 5 minutes. Alors, je suis d'accord avec 99% des choses exprimées par mon collègue. Et nous avons déjà bien parlé ce matin. Et Madame la commissaire a été claire. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions dans le cadre institutionnel que nous avons. Et je suis tout à fait d'accord. Javier, quant à lui, a abordé plusieurs autres questions. Il a expliqué ce que nous devions faire en vue d'éviter cette tempête parfaite et insurmontable. Alors, moi, je pense que l'on peut changer les lois dans le temps qui nous est imparti. C'est un fait. Nous allons devoir faire dans ce cadre institutionnel. Mais quoi qu'il en soit, je pense que des solutions s'offrent à nous. Je pense que des solutions s'offrent à nous. Et au cours de cette dernière année, nous avons tenté justement d'aborder ces sujets parce que justement là, nous sommes au bord du précipice. C'est humain, et cela fait, oui, des années qu'on tente d'éviter la catastrophe qui s'annonce de ce... Et... il faut dire que oui, nous avons petit à petit progressé, mais là, aujourd'hui, il faut réagir. Alors, bon nombre d'entre vous connaissent certains outils de mitigation mis au point par les conseils des eaux du nord-ouest de l'Atlantique. Et à vrai dire, il faut voir quels sont les problèmes se présentent à nous et comment nous pouvons les surmonter. Et pour certains soucis, il faut une boîte à outils composée de plusieurs éléments. En ce qui concerne les rejets ou rejets partiels, il est important de réagir et d'utiliser ce que nous avons. Alors moi, je suis optimiste et je pense qu'il est possible de trouver des solutions. Et au début de cette journée, Monica a fait référence à ce que nous avons fait depuis 2009, et notamment en 2011 aussi avec la proposition de la Commission. Et donc, moi à l'époque, j'étais impliqué grâce à la présidence irlandaise
Et j'ai participé à tous les efforts consentis, ce jusqu'en 2013. Nous avons tenté de finaliser la position du Conseil et nous sommes entrés en négociation avec le Parlement. Et à vrai dire, moi je suis surpris parce que en février 2013, nous avons passé plus de 48 heures à parler de la différence entre 7% et 9% pour les minima. C'est la seule chose que nous avons abordée lors de ce Conseil. Mais maintenant, nous ne parlons plus jamais des minima. Plus jamais. À l'époque, en revanche, nous n'avions pas parlé de la régionalisation et des goulots d'étranglement. Et, à vrai dire, ce n'était pas une thématique pressante à l'époque. Mais aujourd'hui, ça l'est, c'est évident. Et le débat de ce matin est éloquent à cet égard. Alors, en ce qui me concerne, à l'époque, je dirais qu'il y avait une division nord-sud au sein de l'Union européenne en ce qui concerne les pêcheries. Et nous avons toujours insisté sur le fait que nous venions de l'ouest, de l'Occident. Et je pense que nous étions fermement engagés, mais nous ne pouvons arriver à des résultats du jour au lendemain, quand bien même on est plein de bonne volonté. Il faut pouvoir faire preuve de souplesse. Et il y a des points sur lesquels nous nous étions concentrés à l'époque avec la présidence irlandaise, avec différents États membres, et le Parlement aurait pu emboîter le pas. Et quelqu'un m'a rappelé ce matin qu'il y a eu plus de 2700 amendements proposés par le Parlement à la proposition de la Commission. Alors moi, je ne sais plus combien d'amendements avaient été proposés en temps, mais ça fait quand même beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut demeurer optimiste. Et je suis presque tout à fait d'accord avec ce que Mike a dit et ce que la commissaire a dit ce matin. Je tiens encore à le répéter pour conclure. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, juste pour résumer, vous avez dit quelques points intéressants. Vous êtes optimiste, mais vous pensez que l'on peut trouver des solutions que si du jour au lendemain, mais pourtant on ne recherche que des solutions que lorsque l'on est dos au mur. C'est un problème. Et que pensez-vous donc? 2019, c'est irréaliste? Quelle est votre opinion par rapport à cet agenda, cette ligne du temps? Alors moi je dirais que l'on ne peut changer l'article 15. Oh d'accord, mais il y a néanmoins d'autres choses que nous pouvons faire. Par exemple, nous pouvons tenter d'améliorer la réglementation relative au TAC. Nous pouvons également travailler sur d'autres points pour certaines eaux, les eaux notamment du nord, nord-ouest. Nous pouvons également travailler sur les remises à l'eau. Nous pouvons également tenter de voir comment des mesures techniques ou d'autres choses peuvent être améliorées ou utilisées. Il y a différentes mesures techniques qui sont à l'heure actuelle débattues au sein du Parlement européen et nous estimons qu'il ne faut pas rater le coche. Et pourtant, c'est mal parti apparemment. Quoi qu'il en soit, il y a tout de même une provision qui est maintenant envisagée, qui n'était pas envisagée dans la PCP de base. Provision relative au plan technique. Et donc, oui, les mesures techniques pourraient être encadrées maintenant. Merci, très bien. Alors, je vais maintenant donner la parole à Irina. Irina, que souhaitez-vous ajouter après avoir entendu vos chers collègues panélistes? Eh bien, avant tout, je tiens à dire que je suis très surprise d'avoir entendu Mike et Cole dire des choses qui vont tout à fait dans la même direction que ce que je tiens à dire. Alors, en ce qui concerne les ONG, nous avons des opinions tout à fait particulières en ce qui concerne les... much rather talk about the advisory councils and how the landing obligation has changed how stakeholders engage
les débarquements. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas trop les travaux par rapport au PCP, sachez qu'il y a plusieurs acteurs autour de la table, mais que 60% des acteurs sont du monde professionnel, les 40% restants sont des organisations de société civile, des ONG, etc. Et lors de ces négociations, il faut arriver à un consensus. Des consensus par secteur ou par région. Veuillez ralentir un tout petit peu, s'il vous plaît. Oui, oui. Alors moi, je suis membre du conseil politique et j'ai été élue vice-présidente à une association atlantique. Et à vrai dire, moi, je vous vois très souvent, Mike, et nous passons énormément de temps à rechercher un consensus. Oups. Et donc, après des années à chercher un terrain de jeu, une certaine entente, eh bien, nous sommes devenus de bons camarades. Et donc, étant donné la pression publique, l'organe législatif de l'Union européenne a tenté d'apporter le sujet des rejets à la mer et également la question des chargements. Et une liste a été mise au point, une boîte à outils a été mise au point également, mais à vrai dire, il n'y avait pas de feuille de route pour savoir comment faire et comment utiliser tous ces instruments. Les États membres et la Commission ont alors consulté l'organe consultatif et pour savoir ce qui pouvait être fait justement. Et à vrai dire, nous nous sommes retrouvés dans une situation unique. Quand bien même nous avions des objectifs très distincts, les pêcheurs souhaitaient protéger le secteur, les ONG, l'environnement, la mortalité, et les politiques, eux, souhaitaient mettre en œuvre la PCP, mais les stratégies, quant à elles, étaient assez similaires. En effet, lorsqu'on creuse un peu, qu'on analyse les choses au cas par cas, on voit que les stratégies sont assez similaires. Ouh là là. Alors, à vrai dire, les scientifiques ont recadré les choses et ils ont expliqué voilà ce que nous savons, voilà ce qu'on l'on peut faire. Et c'est ainsi que les outils d'atténuation, de mitigation, eh bien, ont vu le jour et nous sommes assis autour de la table, nous avons commencé à discuter et en effet, les ONG et les pêcheurs peuvent être d'accord sur bon nombre de points. Et nous avons notamment remarqué, un point qui a été mentionné par les deux autres orateurs, c'est qu'il est possible de résoudre les problèmes relatifs au débarquement. C'est tout à fait possible. Mais à vrai dire, ce qui se passe, c'est que ce ne sont pas les bons secteurs, les bons pays, les bons acteurs qui tiennent les rênes en la matière. Et à vrai dire, tout ça devrait pouvoir être résolu. Cela n'est peut-être qu'une question de bonne volonté, mais peut-être est aussi surtout une question de gens et de bons acteurs. Je vous le dis. Mais vous le savez, là, nous aurons une liste l'année prochaine. Elle approche et cela va être assez difficile pour plusieurs espèces. Mais je suis convaincu que si nous suivons ce cap, eh bien nous trouverons des solutions. Et j'ai hâte de poursuivre ce processus. Voilà, merci beaucoup. Alors, tous dans le même bateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ingénuité, bonne volonté. Voilà les mots-clés pour aller de l'avant. Nous avons entendu tout le monde. Donc maintenant, Javier, comme vous êtes toujours dans la salle, oui, bonjour, je vous vois à peine. Oui. Eh bien, vous avez été le premier à faire part de cela. Ici, on entend bonne volonté. Et vous savez qu'il y a ces espèces qui posent problème. Il va falloir se concentrer sur ces espèces
pour justement garder la tête hors de l'eau. Alors lorsque vous entendez tout cela, vous avez entendu Google Glass, vous partagez les mêmes cercles. Mais que pouvez-vous ajouter? Parce que vous êtes convaincu que la situation est problématique. Alors qu'avez-vous à dire après avoir entendu parler de tous ces tests, ces projets pilotes, etc., etc.? Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas de panacée. On réclame une approche logique, sensée. L'on reconnaît qu'il faut des solutions politiques à ce problème. Vous, quelle est votre pierre à l'édifice, monsieur Micro, s'il vous plaît? Appuyez sur le bouton. Il y a un petit bouton. Alors, nous devons tous trouver des solutions, c'est évident. Et il est évident également qu'ici, le problème concerne certaines espèces parce qu'il y a un système au sein de l'Union européenne qui a été créé il y a assez longtemps et que ce système n'a pas évolué avec la réforme de la PCP. Et nous en payons les pots cassés aujourd'hui. Nous payons les pots cassés du manque de réforme. Et donc, à vrai dire, c'est facile à dire. Et les Britanniques bientôt quitteront la PCP et les autorités pourront gérer leurs eaux comme ils le veulent, peut-être même plus facilement que l'Union européenne, parce que au sein de l'Union européenne, nous aurons la PCP, mais quoi qu'il en soit, tous les États membres doivent travailler avec les scientifiques et le secteur pour sauver ces espèces menacées, fragiles, et il est important de reconnaître que nous avons là un problème. Et avec les règles souples que nous avons à l'heure actuelle, ça ne va pas marcher, soyons clairs. Et donc, je pense qu'il est évident qu'il y a bon nombre de défis qui se présentent à nous, mais avec une certaine volonté politique, on peut y arriver. Il faut donc choisir, volonté politique ou souplesse. Mais souplesse et respect des règles ne font pas bon ménage. Alors voilà, telle est la question du jour. Oui, peut-être qu'il faut être intelligent alors. Alors, il dit que c'est facile pour vous parce que vous quittez le navire. Alors, cela serait plus facile, plus dur si vous restiez? Bah... Bon, bah, je ne suis pas sûr qu'on soit prêt de quitter le navire, mais... Et apparemment, les obligations en débarquement pourraient continuer bien après le Brexit, mais quoi qu'il en soit, nous pensons que pendant les 10-15 ans à venir, nous allons être confrontés à certaines thématiques, et donc il faut trouver des solutions durables. Et nous avons de la chance. Parce que nous avons parcouru un véritable parcours du combattant, et cela, justement, a permis de consentir des efforts en matière de protection de nos stocks halieutiques avec le secteur. Et il faut savoir que nous avons utilisé des filets troués pour justement protéger ces stocks. Et à court terme, cela peut sembler étrange, mais à moyen et à long terme, c'est tout à fait utile et efficace. Cela peut être source de frustration, certes, mais au bout du compte, cela peut aider à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et la stabilité à long terme vaut bien plus que tout bénéfice économique et financier à court terme. Alors Dave, nous avons parlé, vous savez, de la loi. On a dit que le cadre légal n'était pas top. Et historiquement parlant, il ne faut pas oublier que le public a beaucoup soutenu les obligations relatives au débarquement. Et lorsqu'on analyse ce panorama, ces comportements, la volonté politique, les acteurs et les relations entre les États membres et le secteur, est-ce qu'il y a des projets qui vous viennent à l'esprit qui abordent justement les problèmes auxquels nous sommes confrontés? Est-ce que certains États membres endossent parfois leurs responsabilités dans le cadre de vos projets? Eh bien, dans nos projets, nous avons des gens du Danemark, de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, du Portugal, même du Royaume-Uni, de Grèce, et ça marche. Et il y a des gens qui réagissent, qui communiquent avec nous.
Et l'on peut alors voir ce que les pêcheurs peuvent faire. Et c'est justement ça qui importe, le fait de savoir ce que les pêcheurs peuvent faire. Alors, les obligations en matière de débarquement... à vrai dire, sont assez difficiles parfois pour certains pêcheurs, mais une fois qu'ils ont réussi à passer le cap, à changer de cap, tout va très bien pour eux. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des réactions sur Twitter avant de continuer avec les questions de la salle. Alors, Twitter est assez silencieux pour l'instant. Nous avons une question très intéressante de Yann Kimsey, qui répond donc à la présentation de Dave. Il a expliqué que Dave parlait justement des obligations relatives au débarquement. Mais la question est de savoir justement quelles sont ces obligations. Et en conséquence, il faut se poser la question des déchets et il faut définir les déchets. Ouf, je dois répondre à ça, définir les déchets. Eh bien, à vrai dire, c'est une question qui est revenue assez souvent au cours de ces dernières années. Et notre campagne relative au débarquement a été assez intéressante. Elle s'est concentrée sur le gaspillage. Et à vrai dire, moi, je n'ai pas encore rencontré de pêcheurs qui pensent que justement ces obligations de débarquement soient fantastiques de prime abord. Mais quand bien même les pêcheurs ne savent pas toujours ce qui doit être couvert par ces obligations en matière de débarquement, il y a quand même certains dénominateurs communs. Je pense que si l'on évitait les pêches secondaires, pour commencer, cela serait déjà bien. Cela permettrait justement de réduire le facteur gaspillage. Mais ensuite, il y a une question plus large qui va bien au-delà du gaspillage. Et cela fait écho à la discussion de ce matin. Mais cette question de savoir comment mettre un terme à la surpêche et comment avoir un impact environnemental réduit. Mais bon. Toutes ces questions sont intrinsèquement liées. Oui, bon, bah alors on m'a qualifié de déchet à plusieurs reprises dans ma vie, mais je vais pas tenter d'expliquer ce qu'est un déchet. Quoi qu'il en soit, les diagrammes que nous avons pu voir dans certaines présentations sont très intéressantes et démontrent que certains efforts sont effectués en vue justement de mieux choisir les poissons et de mieux gérer les stocks. Mais il faut une régulation technique mise au point avec les différents acteurs pour justement mieux gérer les stocks. Et à vrai dire, to be too big, which would let out everything rather than... il faudrait justement que nous revoyions un petit peu les filets, voir ce que nous pouvons changer et voir comment nous pouvons aider les pêcheurs également. Alors, vous venez de dire qu'à vrai dire, tout cela avait été résolu parce que maintenant, les mesures techniques pouvaient être couvertes par les plans relatifs au débarquement. Mais là, je ne comprends plus trop. Eh bien, l'expert en la matière est dans la salle. Mais quoi qu'il en soit, dans un des plans de débarquement, on peut couvrir certaines mesures techniques. Oui. Très bien, merci Lisa. Alors oui, Commission européenne, et comme Colin vient de le dire, certaines mesures techniques, oui, donc je viens de la DG Marais, comme je le disais, je suis responsable du suivi des mesures techniques proposées à la Commission. Et donc, revenons sur 2-3 points mentionnés. Nous avons formulé une proposition il y a quelques années, en 2016 concrètement, justement à cause de cette thématique de surrégulation technique.
Et donc, les pêcheurs devaient utiliser ci, ils devaient utiliser ça, telle épaisseur, telle couleur de filet, les mettre dans telle position. Et donc, le système était devenu très complexe, très rigide. Les règles étaient bien trop complexes. Mais pourtant, nous devons nous poser une seule question, celle de savoir comment ces mesures techniques peuvent aider à arriver à un résultat. Et donc notre proposition avait pour objectif d'éviter cette approche normative pour justement se concentrer davantage sur les résultats, sur des résultats et des objectifs quantifiables, et ayant justement différents objectifs à l'esprit. Nous pouvions ainsi communiquer un ensemble cohérent de propositions pour le secteur et laisser ainsi les rênes aux mains des experts, les pêcheurs qui sont sur le terrain, qui ont la possibilité d'innover, de s'adapter et tout en ayant des objectifs clairs en tête. Parce que des normes, un ensemble de normes, comme vous l'avez dit à juste titre, nuisent justement à l'innovation qui nous tient fortement à cœur. Et donc, je dirais que oui, non, nous n'avons jamais voulu continuer à avancer dans ce sens. Une approche normative n'est pas intéressante et nous espérons que nous pourrons continuer à lutter pour justement développer la créativité afin d'atteindre nos objectifs. Monsieur, quelqu'un d'autre? Oui, merci beaucoup. Alors, le coordinateur de la politique North Sea. Je suis très heureux d'entendre qu'il y a un certain consensus autour de la table. Parce que plusieurs parlent d'un chaos éventuel. Alors nous avons été les premiers à réagir en mer Baltique, mais malheureusement, en ce qui concerne les rejets, eh bien, je puis vous dire que la situation est assez triste. Il y a plus de rejets depuis certaines interdictions de débarquement et donc, comme le CIEM l'a indiqué, les chiffres sont éloquents, ils ne cessent de croître et ils sont sous-estimés. Et donc, je tiens à vous proposer de vous préparer. Préparez-vous au chaos, parce qu'il y a bon nombre de choses positives qui se déroulent à l'heure actuelle dans différents projets, mais il va falloir les utiliser et il faut revoir en ce sens donc les stratégies de pêche pour nous assurer que justement l'on évitera les pêches secondaires et non désirées en premier lieu. Ayons cela à l'esprit. Et donc c'est une question qui vient donc de la mer Baltique. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre souhaite réagir? Quelque chose d'autre sur Twitter peut-être? Alors, oui monsieur, je vous en prie. Merci. Bon après-midi. Alors je viens d'une ONG portugaise, Siena, qui est très active dans le domaine de la PCP et nous participons notamment à différents conseils régionaux, le pélargique et du Sud-Est. Je pense que le scénario de la tempête inévitable, parfaite, sera évité. Notre ONG est de cette opinion. En tout cas, mais quoi qu'il en soit, oui, il va pleuvoir. La tempête ne sera pas catastrophique, mais les nuages seront bien là. Et donc moi, je me demande comment nous allons justement pouvoir utiliser le cadre législatif actuel pour pallier ces différents défis qui se présentent à nous. Merci beaucoup. Alors, souhaitez-vous réagir? Well, that's where my ingenuity and Oui, c'est là où il faut faire intervenir la bonne volonté et l'inventivité et sortir de sa zone de confort pour s'atteler à ces problèmes, trouver des solutions. Si les quotas
aide, eh bien, Javier nous a bien expliqué ce problème. Donc, si l'on ne fait rien, on sera confronté à des problèmes encore plus grands l'année prochaine. Avoir des quotas d'un certain niveau, mais pas assez de poissons pour remplir ces quotas. S'agissant des ragidés, des raies, des menthes. J'espère que l'on pourra utiliser l'exception du haut taux de survie, même s'il y a toujours la possibilité d'avoir une nouvelle interprétation de la législation et un certain décalage, un certain report de la mise en application. Pour certains, c'est difficile, mais d'autres prennent conscience qu'il faut bouger, car il y a toutes ces contraintes imposées sur la pêche. Il faut donc aller de l'avant, avancer stock par stock et voir ce qui est possible et bien identifier les difficultés. Voilà, ce qui est irréalisable et ce qui est possible, mais bon, qui nécessite des sacrifices. Voilà, donc sortir de sa zone de confort. Mike, oui. On peut le faire, par exemple, avec la Norvège. Ils travaillent sur l'interdiction de rejet depuis plusieurs années. Pour d'autres espèces également, des espèces d'autres de raies. On pourrait s'inspirer de ces espèces-là qui font l'objet déjà d'interdiction de rejet. Il y a d'autres sujets qui ont suscité de telles réflexions. Donc je ne dis pas non plus qu'on peut appliquer cela à tous les stocks halieutiques, mais bien s'assurer que s'il n'y a plus rien à faire, plus rien en notre pouvoir pour éviter l'épuisement d'un stock, alors bon, on parle de rendement maximum durable, on parle de ces RMD afin qu'ils soient plus viables, afin qu'on prenne en compte d'autres exploitations. Et donc il nous faut pour cela accepter le fait que l'on puisse pêcher jusqu'à ces niveaux qui sont estimés acceptables. Et il faudra que chacun fasse un effort pour trouver une solution pragmatique. Mais je ne pense pas que l'on pense à une espèce, par exemple une espèce, la cardine, soit épuisée, vienne à disparaître du jour au lendemain. Mais lorsque l'on parle de ces espèces qui vont disparaître, s'il n'y a pas de quota qui est en place pour couvrir une certaine pêche, eh bien, on ne devrait pas autoriser les navires à se lancer dans une campagne de pêche. Et voilà l'étendue du problème. Cela ne dépend pas du navire individuel. Et c'est important de bien se rendre compte de l'échelle du problème avant de donner des prescriptions aux navires individuellement. Alors, votre question est-elle pertinente à ce sujet? Oui. J'aimerais intervenir. Donc, vous l'avez mentionné, ma réponse était de s'adapter. Et puis, j'aimerais revenir à la question Twitter. Que constitue un déchet? Un déchet, c'est le fait de rejeter 90% de votre prise. Il y a énormément d'exemples de pratiques de pêche qui gaspillent, qui rejettent en abondance. Et alors, quelle est la réaction? Oh, ben, il nous faut une limite pour cela. Et il nous faut établir une TAC. Eh bien, on pourrait fixer autant de limites possibles. Mais il va arriver un moment où le poisson ou le stock n'existera plus. Donc, ce qu'il faudrait faire, déjà, c'est se rendre compte de notre objectif ultime, résoudre cette question du rejet, et à partir de là, on pourrait réfléchir un moment et se dire peut-être que ce n'est pas la meilleure manière d'y arriver et de trouver d'autres solutions. Et vous nous avez parlé également de solutions plus transparentes et logiques, et une question de redevabilité également. Alors, Dave, vous avez la parole. J'aimerais répondre sur certains éléments. Comment solutionner cela? Comment trouver des solutions? Bien, d'abord identifier les espèces pour lesquelles il n'y a pas d'autres solutions. Eh bien, pour les identifier, il faut déjà aborder en amont tout ce dont on a à disposition, les tactiques, les techniques et l'adaptation. Et il est tout aussi déprimant de constater qu'il y a énormément d'initiatives, il y a énormément d'idées de la part des pêcheurs en fait qui ne peuvent pas
appliquer, comme par exemple modifier les chaluts. Il faudrait leur laisser cette souplesse qui irait dans le bon sens pour les différentes parties. Et là, je fais référence à ma première diapo qui illustrait cette modification de chalut. Ça ne devrait pas être si difficile que ça. Et une fois qu'on arrive au point, on a tout essayé, on a identifié des zones ou des espèces pour lesquelles on ne peut rien faire, cela encourage un examen plus minutieux des données. Donc, il faut d'abord cibler bien les besoins et centrer, mobiliser nos ressources sur ces espèces particulières pour y trouver des innovations, peut-être scientifiques. Alors, Mike, vous avez souhaité revenir sur la question, mais je vais vous interrompre un instant parce que Dave nous a parlé d'innovation, qu'il ne faudrait pas écraser l'innovation, dissuader les acteurs de terrain de prendre l'initiative. Alors je m'adresse ici à vous. Quelle est votre impression quant à cette échéance qui arrive? On parle d'un Big Bang, on parle d'une tempête qui gronde, on a la pression qui se fait ressentir. Alors, quelle est votre impression en termes de délai? Vous nous dites qu'il faut perdre un petit peu de notre volonté normative, mais eh bien, d'un point de vue technique, je pense que nous avançons à grands pas. On s'approche bien du processus, en tout cas des objectifs. Au cours je pense, des prochains mois, on aura déjà accompli beaucoup. Notre objectif et comme je vous l'ai dit, d'être moins prescriptif, donc ne pas donner la taille exacte du maillage de filet, mais plutôt de donner les mécanismes qui donneraient une certaine liberté afin de modifier les caractéristiques techniques des engins de pêche, pour autant qu'ils soient aussi efficaces que l'équipement d'origine. Et lorsque Dave nous explique le projet Discard Less, rejeter moins, ça va dans le même sens pour donner la possibilité, parce que c'est là le point de départ. Il nous faut cette impulsion, il faut encourager l'innovation. Et à partir de là, on voit ce qu'on fait avec ces innovations, s'il faut les transposer dans une législation, il faut les tester, si on veut les étendre à une application européenne, que cela passe par le Parlement, l'examen du Parlement européen, etc. Mais déléguer cette approche, comme ça a été fait dans d'autres domaines. Donc une approche de confier l'innovation aux acteurs. Et ensuite, cela passera par les différentes instances en charge de cette question. Bien entendu, c'est un processus qui prend du temps, mais ça reste plus rapide que ce que l'on a actuellement. Il est important ce que vous dites de commencer par l'innovation pour ensuite l'encadrer dans une législation. C'est un débat. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Je voudrais avoir les impressions des panélistes et de la salle également. Il y a plusieurs personnes qui ont soulevé la main dans la salle. Mais d'abord, les panélistes. Coleman. Voilà. Nous avons entendu beaucoup de choses. Il y a ces échéances, 2019, 2020, ces échéances qui arrivent à grands pas. Je ferai une brève allusion au Brexit également. Et lorsqu'on a entendu la présentation des stocks de poissons pour les États côtiers, pour les communautés de pêche, etc., qui en dépendent grandement, si le Brexit advient, si le Brexit dur advient, inéluctablement, cela va mener à une surpêche dans ces communautés, pour ces communautés côtières. Et là, le problème sera d'une toute autre ampleur. Et toutes ces préoccupations que l'on a maintenant sur l'obligation de débarquement, etc., eh bien, on peut les oublier, car ce serait là un scénario qui prendra en compte le pire des cas. Il y aura une pêche concurrentielle, ce qu'on appelle la pêche olympique. On va
pêcher le maximum de toutes les limites possibles et donc on va revenir en arrière à 40 ans. Voilà le pire scénario. Bon, en cas de Brexit dur. Oui, Mike. Oui, moi je ne suis pas du tout contre le fait de trouver une solution à un problème. Il faut toutefois accepter qu'il y a plusieurs manières de faire. On peut éviter le problème, il y a plusieurs manières. Et soyons francs, on peut utiliser la législation, il y a des règles de déplacement des navires qui peuvent être appliquées, il y a des fermetures de zones de pêche également. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour protéger ces stocks vulnérables. L'Écosse est fortement touchée. Les navires de pêche ont des emprunts, ils ont contracté des prêts pour opérer, ils se trouvent dans une situation assez précaire. Mais une fois qu'on a appliqué tous ces outils et de faire le maximum pour réduire le plus possible la situation, à ce moment-là, s'il ne vous reste plus rien à faire, eh bien c'est là qu'on nous dit il faut prendre une décision. Et cette décision, elle est politique. Personne n'aime cela, mais il va falloir prendre une décision politique. Et dans certains cas, l'activité économique en mer devra prendre fin faute de décision politique. Merci. J'aimerais entendre les interventions de la salle et également je vois qu'on me signale qu'il y a des commentaires sur Internet. Voilà. Vous avez la parole. Rebecca Hubbard de Alfish. Alors moi je suis très attentive, c'est un débat passionnant et je suis ravie d'entendre de la part des orateurs leur engouement, leur envie de travailler et de mettre en avant les initiatives et les innovations. Alors j'ai d'abord un commentaire sur l'exigence de respecter la législation ainsi que les attentes de la société au sens large. Et il est maintenant interdit d'effectuer des rejets dans la mer Baltique. Et on parle plutôt maintenant des poissons de petite taille qui, eux, sont toujours rejetés. Un exemple, c'est un simple exemple, mais c'est le genre de choses que l'on pourrait éviter. On l'entend depuis 2 ou 3 ans. Il y a également la délégation norvégienne qui s'est exprimée à ce sujet. Elle a déclaré qu'il faut une meilleure surveillance, des meilleurs moyens de contrôle si l'on veut véritablement mettre en place cette interdiction de rejet. C'est une législation et il faut l'appliquer, mais il nous incombe de s'assurer que cette loi est appliquée. Donc mettre en place des dispositifs de contrôle afin que les produits qui se retrouvent sur le marché soient licites. Et s'assurer donc qu'il n'y a pas de rejet illicite. Donc voilà, le suivi, le contrôle est une question primordiale lorsque l'on parle d'interdiction de rejet et lorsque l'on parle d'obligation également de débarquement. Tout cela va de pair. Le suivi électronique peut également aider à documenter les captures pour mieux identifier ce qui se passe ou en tout cas mieux identifier les prises. Ça alimentera également la gestion des stocks halieutiques et ça améliorera la perception des différentes entités amenées à gérer les stocks et à contrôler les débarquements des prises. Merci Lisa Borton, je suis consultante et je suis également partenaire d'un projet concernant les analyses de politique en termes de pêche. Eh bien, je suis en phase de rédiger une analyse. J'aimerais partager mes conclusions avec vous. Mais tout d'abord, j'aimerais apporter une certaine correction à la présentation de Dave. Nous analysons les récits des pêcheurs, des gestionnaires également et des ONG, parce que les ONG, ça fait partie de mon travail.
J'aborde les aspects politiques au niveau européen. Et ce que j'ai pu contacter, c'est qu'au début, un grand nombre d'exceptions proposées par les États membres, alors que maintenant on parle sur un retrait de la réglementation, donc retirer des TAC pour protéger une espèce afin ça a des impacts sur les rejets. Donc, si on augmente l'attaque parce qu'on interdit le rejet ou parce qu'on oblige à débarquer, donc il y a du donnant-donnant. Ça a également un impact sur la manière dont on pêche. Alors, si l'on adapte la législation pour laisser les pratiques de pêche intactes, ce n'est peut-être pas la meilleure voie à suivre. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, oui, il est possible de gérer les pêches en réglementant uniquement certains stocks halieutiques ciblés et en reconnaissant qu'il y a là un risque. Mais ma crainte est que en traitant les choses par la législation, on se préoccupe de certains éléments les quotas, etc., qui passent à la trappe. Merci. Donc, beaucoup de choses dans vos questions. Je pense que les panélistes vont tenter d'y répondre, mais il y a une autre question de la salle. Soyez concis si possible. Oui, merci. Je pense que la boîte à outils à disposition est déjà souple. Une certaine souplesse dans les mesures adoptées par les États membres, les échanges de quotas et différents autres outils. Je ne pense pas qu'il faille ajouter des exceptions à la règle. Je ne pense pas que ce soit la solution. Ce qu'il faudrait faire, selon moi, c'est d'appliquer les outils, de les utiliser afin d'éviter les stocks de reproduction, à savoir éviter les zones de frais, également à éviter les zones où le stock se rétablit. Et tous ces éléments-là ne sont pas appliqués par les États membres. Eux, leur obligation est d'établir, de définir ces zones vulnérables et ensuite de faciliter le travail des pêcheurs en leur indiquant quelles sont les zones à éviter. Alors ma question est, pouvez-vous nous expliquer quelle est, selon votre expérience en Écosse, quels sont ces outils quant à l'ouverture, la fermeture des zones et les faits d'éviter les aires vulnérables. Avant de donner parole à Mike, oui, il y a d'autres questions sur Twitter. Oui, donc 2 commentaires sur Twitter. L'un porte sur l'obligation de contrôle et de vérification de l'application. Et deuxièmement, aujourd'hui, nous avons des ajouts sur les quotas, des augmentations de quotas. Alors, quelle est la situation en mer du Nord? Nous avons un commentaire de Ian Kenzie. Nous avons des rejets dus aux limites de capture et aux abondances dans différentes zones. Donc, les poissons morts rejetés reviennent à... Donc, en fait, si l'on rejette des poissons en fonction du niveau durable de leur statut, on obtient différents résultats. Et on remercie Irène pour son intervention dans la vidéo. Voilà. Mike, vous avez une question qui porte sur l'évitement des juvéniles et du stock reproducteur. Bien entendu, nous avons des outils à notre disposition, mais il reste à les appliquer. Il faudra également que l'on traite de cette question de suivi, de
contrôle des obligations de débarquement et d'interdiction de rejet, surtout au vu du fait que la société l'exige. Donc, il faut donc gagner la confiance du public. Et puis, la grande question du fait que si l'on augmente les quotas, si l'on modifie la législation, si l'on ajoute des exceptions, qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas la bonne manière de procéder si l'on veut changer notre manière de pêcher. Donc, alors, y a-t-il une hiérarchie dans les priorités? Est-ce qu'il y a également un point où on doit s'arrêter en termes de réglementation? Voilà, Mike, vous avez quelques instants. Vous avez 2 minutes. Alors, en réponse à Lisa, qui nous dit nous avons des stocks en abondance et on ne peut pas les traiter. Je ne suggère pas du tout de laisser les choses telles quelles, mais une fois qu'on a établi la liste des outils à notre disposition, si aucun d'entre eux ne fonctionne, à ce moment-là, il faudra se pencher sur de nouvelles solutions. Je ne dis pas du tout qu'il faut abandonner les stocks, mais d'abord voir ce qu'on peut faire avec les outils dont nous disposons. Alors, dans la réglementation de base, cela influence la stabilité, ça a un impact. Donc, certains outils sont défaillants. On ne peut pas les utiliser. Alors, lorsque l'on parle de ces espèces vulnérables, il ne s'agit pas que des poissons de petite taille. En Écosse, ce sont des grands poissons pour lesquels il n'y a pas de quota. Par exemple, le merlu de la mer du Nord, en période de reproduction, tout au long des côtes écossaises, mais il est là en reproduction, mais à cette période-là, sont pêchés 8 fois plus que les TAC. Et donc 20 à 30 tonnes par trait. De mon temps, c'était 10 fois moins. Donc je ne parle pas que de petits poissons, on parle également de grands poissons. Alors, comment éviter tout ça? Comment éviter les zones vulnérables? Eh bien, certains stocks ne disposent pas des données. Il n'y a pas de normes. Certains chaluts ont des tailles de maillage très différentes. Donc, les engins de pêche sont divers et variés. Et donc, le problème ne relève pas de poissons de petite taille. Je parle de merlu, je parle de merlan également. Il y a une pêche de poissons pour lesquels on n'utilise pas de panneaux ou de grilles normatives. Donc ce sont des grands trous dans les chaluts. Alors, s'agissant de la fermeture des saisons de pêche, elles ont lieu pour protéger les spécimens femelles lors de la période de reproduction. Et ça, c'est appliqué. Et on m'a dit récemment que l'on prenait chaque mois, on protégeait des zones très importantes pour protéger ces stocks. Mais pour autant que je le sache, nous sommes vraiment les chefs de file de ce genre de mesures. Et pourtant, nous sommes toujours confrontés à cette difficulté. Et il faut trouver un équilibre envers ce que la société nous demande. On fait le plus possible. On fait tout ce qui est en notre moyen. Alors, s'agissant des caméras, les caméras ont un rôle à jouer pour voir un petit peu la taille des rejets, etc. Il faudrait effectivement encourager les initiatives. On a toujours l'approche du bâton, mais là je pense qu'il faudrait plutôt utiliser l'approche de la carotte pour encourager ces innovations afin que si l'on travaille ensemble, on va trouver cette solution. Mais il y a un cadre qui prescrit ceci et cela. Nous, on ne peut pas simplement se reposer sur les autres afin qu'ils nous trouvent une solution. Alors, je pensais que c'était vous qui allez prononcer ces mots parce que vous nous aviez dit ça précédemment. L'histoire de la carotte et du bâton, je pense, Irène, que c'était vous qui allez nous le dire, mais je suis contente de l'entendre de votre part également. Donc, nous sommes d'accord. Alors, très brièvement,
Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ce besoin de mieux contrôler les réglementations en vigueur? Alors, quels sont vos avis sur les contrôles et la surveillance? Merci. Alors, deux éléments que j'aimerais partager avec vous. On entend souvent, et bon, ça a été décidé il y a quelques années, ce n'est plus en place au niveau pratique. Ça a mis 8 ans afin de convenir de 76 à 83, 6 États membres ont négocié durement pour arriver à une législation. Là, il y a 28 États membres, c'est une tâche encore plus compliquée. Je n'arrête pas de le dire, bien sûr, on ne cherche pas une solution idéale. Eh bien, on nous a dit aussi, ce n'est pas à vous d'inventer cela. Donc, il n'y a pas de réponse très précise à cette question. En tout cas, c'est frustrant parce qu'on entend souvent dire, ah bien, il y a qu'à changer ceci ou cela. C'est pas si facile. Bon, pour ce qui est de la question du contrôle et de la surveillance, au niveau national, beaucoup de choses sont mises en place. Depuis 2009-2010, me semble-t-il, on a une agence de surveillance. Certaines modifications à ce dispositif sont prévues également pour répondre à l'obligation de débarquement. Alors, les caméras, pour moi, bon, elles sont utiles seulement si quelqu'un regarde ces films et qui va rester assis pour voir ce qui se passe en mer du Nord. Moi, j'aurais d'autres choses plus intéressantes à regarder. Mais bon, on pourrait toujours trouver quelqu'un. Il faudrait également... il y a une proposition qui disait qu'il faudrait mettre en ligne cette vidéosurveillance pour que le public participe au respect à la conformité des règles. Alors maintenant, et puis également l'autre question, c'est comment utiliser les données qui proviendraient de ces caméras. Bon, quelle est la valeur ajoutée de ces caméras? Je suis perplexe. Alors maintenant, je pense qu'il faudrait encourager le respect et la conformité. Il faut inclure les pêcheurs, leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt de suivre les règles. Voilà, ça se résume à ça. Merci. À nouveau, je vous demande de rester concise. Ils sont très attentifs, nos participants, mais je pense qu'ils ont besoin d'une pause. Donc voilà, vous avez les mots de conclusion pour ce panel. Alors, plusieurs choses. S'agissant des caméras et de la question du contrôle, eh bien, je pense que c'est une chance qui est offerte par cette obligation de débarquement. Parce que avant, on nous disait n'allez pas dans ces zones-là. Maintenant, oui, vous pouvez y aller, mais soyez prudents. Donc, l'application de cette obligation de débarquement, on le savait, ce ne sera pas une chose facile. Bon, on le savait à l'avance, ça n'a rien d'étonnant. Alors, ça fait déjà 10 ans qu'on entend oui, ce ne sera pas possible, irréaliste, etc. Bon, je suis plus optimiste sur cette question. S'agissant, moi j'aimerais bien poursuivre le débat avec les différentes associations pour le Brexit. Et je voudrais poursuivre la discussion avec eux. Alors, j'ai entendu également que le ministre danois du Commerce nous a dit qu'il n'y avait rien de plus urgent qu'un poisson dans un camion. Donc, en fait, le commerce de la pêche est très important. Donc, d'après moi, ils veulent trouver la meilleure négociation possible pour eux en termes de pêche. Voilà. Je pense qu'on a tous besoin d'une pause café. C'est la seule raison pour laquelle nous allons faire une petite pause sur ce sujet si important. Mais Dave, quelques mots de fin. Alors,
très difficile d'ajouter quelque chose par rapport à ce qui a déjà été dit. Personnellement, je reviendrai à donner l'initiative aux acteurs. Bon, je suis écossais. Nous travaillons avec un peu tout le monde. Et nous avons donné l'initiative à nos éleveurs, à nos fermiers, à nos paysans pour améliorer leur culture. Il faut faire la même chose avec les pêcheurs, mobiliser les énergies, je sais pas, à encourager, trouver des encouragements, peut-être pas des subsides, ou en tout cas un meilleur accès aux ressources ou d'autres manières d'encourager les acteurs de terrain. Voilà. Je ne pense pas que l'on puisse se baser sur une gestion contraignante imposée du haut. Il n'y a pas beaucoup de bons exemples. On a essayé de le faire avec les drogues et les stupéfiants, mais ça ne marche pas non plus de ce point de vue-là. Alors, merci beaucoup. On va laisser cette question de côté. Je sais qu'il y a des opinions qui restent en désaccord. Peut-être que cette discussion pourrait être poursuivie un peu plus tard. Donc je ne vais pas... Bien sûr, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression qu'on a un terrain d'entente assez positif. Il y a cette volonté de tous s'asseoir autour de la même table et de trouver une certaine hiérarchisation des mesures. Alors que faire? De voir, bien entendu, on n'est pas tous d'accord sur le choix de cette décision, mais je pense qu'on approche d'un point de convergence, en tout cas sur le fait qu'il y aura une décision à prendre. Alors, il y a également la question de la législation qui a été soulignée sous différents angles. On a parlé également de la demande criante de la société civile, du public, qui demande une interdiction, en tout cas une réglementation de rejet. Alors, le rythme, la cadence des progrès qui sont déjà en marche, mais seront-ils assez rapides ou pas? On ne sait pas. Alors voilà, nous allons passer à la pause. Je vais abréger votre pause avec votre permission pour que l'on puisse terminer en temps voulu. Donc nous allons nous retrouver pour un dernier panel, un peu plus court que les autres. On va parler des retombées, des avantages économiques ou autres. Donc allez prendre un petit café, pas trop de sucre, parce qu'on souhaite vous avoir en pleine forme. On se retrouve à 16h ici et nous applaudissons les panélistes de ce troisième panel. Merci. Oh God, I'm stiff. I apologise.